Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul des familles. Alors il y a deux book hauls qui se sont enchaînés parce qu'il y a eu des petits problèmes au niveau du calendrier et tout. Mais j'ai beaucoup craqué. J'ai acheté tous ces livres à un seul endroit, à Hypermonde à Bordeaux, qui est un festival que j'ai fait il y a 2 semaines, la semaine dernière. On a enchaîné Hypermonde à Bordeaux pour ensuite les Aventuriales à Clermont-Ferrand et j'ai quelques petits services presse à vous présenter, mais je me suis fait plaisir sachant que j'étais arrivée un peu au bout de ma palle. Les seuls livres qui me restaient c'était des livres en anglais. J'avais pas forcément envie de les lire, soit des livres où il me manquait des tomes avant, donc j'étais un petit peu bloquée. Avant de commencer, je voulais simplement vous dire que la suite des dédicaces continue et on se retrouve donc samedi et dimanche prochain à Grimoire, qui est un nouveau festival qui a été créé donc à côté de Tours, qui est un festival dédié aux littératures de l'imaginaire. Donc vous allez retrouver des maisons d'édition, des auteurs autopubliés et ça va être un très très bel événement, je n'en doute pas, et c'est donc avec plaisir que nous y participons. Et ensuite, je peux déjà vous dire qu'en novembre, nous serons donc à Mons Livre. Donc Mons Livre, c'est un événement en Belgique, à Mons, autour des littératures. Et c'est un événement tout à fait gratuit. Et on va enchaîner après avec les marchés de Noël. Alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire les petits services presse que j'ai reçus d'Albin Michel. C'est chaotique les services presse en ce moment. Il y a plein de trucs où je demande et en fait ça n'arrive jamais. Je devais vous représenter le très beau livre du Hobbit qui n'est jamais arrivé dans ma boîte aux lettres. Et pareil pour Pocket, je crois pas que j'ai eu des nouvelles avec les livres que j'avais demandés. Bon après c'est pas grave, hein, moi je cours pas après les services presse hein, pour le coup. Mais il y a pas mal de changements et donc j'ai pris 3 livres chez Albin Michel. Le premier n'est pas un livre d'imaginaire, hein, même si là j'ai acheté quasiment que de l'imaginaire pour le coup, parce que le mois de l'imaginaire c'est maintenant, et que j'avais envie de vous lire rapidement les livres que je vais vous présenter. J'ai pris Nexus, donc une brève histoire des réseaux d'information de l'âge de pierre à l'IA, de Yuval Noah Harari. Donc c'est la personne qui a écrit Sapiens, qui a été un best-seller, hein, je pense en librairie, on l'a vu partout. J'ai pris Nexus parce que Albin Michel font des plutôt bons livres, on va dire livres essais. Et ici, c'est un thème qui m'intéresse parce que l'IA, c'est un thème qui touche mon métier de plein cœur, hein. C'est une grosse préoccupation dans l'édition, notamment via le travail des illustrateurs, des correcteurs ou encore des auteurs. Et je suis très intéressée aussi par les formes de communication, le côté historique. Je n'ai lu que le prologue qui présente un petit peu tout ce qui va être dit dans le livre, mais c'est très intéressant, ça a l'air d'être assez engagé et ça replace la question de l'IA, que les gens ne prennent pas trop en considération ce que l'IA est capable de faire et sera capable de faire dans quelques années. C'est-à-dire l'IA est une matière qui peut être dangereuse et notamment ça va être c'est la première technologie que l'homme a créée qui pourrait nous asservir et pourrait prendre le dessus. Et même là, il parlait de créer des formes de vie. Donc, on va en apprendre beaucoup plus sur le sujet et j'ai hâte de voir comment va être étudié le système d'information parce que l'information aujourd'hui, c'est capital. Hein. Des gens comme Trump disent que l'information, c'est le pouvoir. Donc, on parle aussi du populisme et ce genre de choses. Ça va m'apprendre pas mal de trucs. Alors, dans un autre genre, j'ai craqué. En plus, ils m'ont offert un petit truc avec adorable. C'est un livre qui n'est pas de l'imaginaire, mais c'est un livre qui fait du bien au cœur. C'est Chat sur ordonnance. Alors, Chat sur ordonnance, c'est un livre de Siu Ishida. Donc, c'est un livre, déjà, excusez-moi, j'enlève ce bandeau, mais il y a des chats adorables sur la couverture. C'est une autrice japonaise et on va suivre une clinique où l'on prescrit des chats pour lutter contre les maux des humains. Donc on a par exemple une jeune fille qui est très mal à l'école et qui a été aidée par un chat. On va avoir des gens qui sont dépressifs, on va avoir des gens qui sont en deuil de leur animal. Et ça va être chouette, que dire mieux que des chats. Et j'ai vraiment besoin de ça parce que Freya est mon médicament depuis ces 2 derniers mois qui ont été très compliqués pour moi. Et la couverture est tout bonnement adorable. Vraiment, ça fait partie des couvertures les plus mignonnes que j'ai et j'aime beaucoup le principe et je pense que ça va pas être un truc mercantile, je pense que ça va vraiment parler des chats et du bienfait d'avoir des animaux et de l'amour qu'on peut leur porter. Et moi, voilà, Freya, c'est l'amour de ma vie, donc j'ai tellement hâte. Et ils m'ont offert, alors ça c'est le truc, je l'ai pas ouvert parce que je veux pas l'abîmer, mais quand j'irai au Japon, je sais que je vais craquer sur ce genre de choses parce que je suis fan. Ce sont des petits post-it, je ne sais pas si vous voyez, mais en forme de chat sur le dessus. Et ils sont
adorable, adorable. J'adore comment les Japonais représentent les féins. Et j'ai craqué, j'ai vraiment craqué. Et ils sont tout gros, ils sont tout mignons. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des petits goodies comme ça en plus. Et troisièmement, alors Albin Michel, là on revient aux affaires sérieuses avec un texte que j'attendais énormément parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1, avec un tome 2 qui va être très intéressant. Je n'ai pas vu de quoi parler le tome 2, mais je pense déjà que ça va le faire parce que ça parle de Dieu, ça parle de politique, de colonialisme, et c'est donc La Cité des Lames, donc de Robert Bennett Jackson. Vous savez que La Cité des Marches a été une très très bonne lecture. C'est une série, a priori, on retrouve des personnages qui ont déjà eu une présence dans le tome 1, mais j'avais adoré la façon dont étaient dénoncés beaucoup de faits de société, l'univers très bien construit, les personnages très adultes et vraiment très différents de clichés habituels. Et a priori, ici, on suit donc une femme qui part à la retraite. Une femme, il me semble que c'est un personnage qui est dans le premier tome qu'on lit, qui reçoit la visite d'un fonctionnaire. Et la première ministre a une mission pour elle. A priori, il y a une agente qui a disparu dans cette cité des lames, qui est l'ancienne demeure de la déesse de la guerre et des massacres. C'est joyeux, dis donc. Et ça a l'air d'être lié à une récente découverte d'une substance minérale. Ça a l'air super, le texte est très beau, hein, c'est un hardback. Et si c'est aussi bien que La Cité des Marches, je pense que je vais adorer le fait d'avoir une suite et pas forcément avec le personnage qu'on a suivi dans le premier tome, mais avec d'autres personnages, surtout que le personnage, si je me rappelle bien, le personnage de la générale est un personnage hyper badass que j'avais adoré dans le tome 1. Et là, La Cité des Massacres et tout, c'est de la fantaisie hyper... ça y va, c'est pas jeunesse du tout, hein, les thématiques dans le premier tome étaient lourdes et les scènes étaient très violentes, donc là, les Cités des Massacres, j'attends que ça découpe. Je crois que tout a été acheté Hypermonde. Alors le premier, on me l'a offert, le premier, n'ayez pas peur, parce que la couverture pourrait vous filer des cauchemars tellement elle est moche. J'ai réussi à obtenir Ménoc le démon, la suite du voleur de corps et de tout, des chroniques des vampires, parce que Anne Rice, c'est un véritable parcours du combattant pour avoir les tomes dans les belles éditions de Pocket, hein, voilà, c'est pas réédité et tout. Donc Ménoc, avec cette couverture saut 90, saut Pocket Terreur, hein, voilà, on est habitué. Mais en même temps, Pocket Terreur, j'aime bien leur mise en page et papier, donc je les lis bien. On suit encore notre cher Lestat. Alors là, c'est compliqué de vous parler des séries comme ça, parce que, à un moment, c'est le 5e tome, donc voilà, mais Lestat, je pars du principe que vous avez au moins vu Entretien avec un vampire, avec notre cher Brad Pitt et notre cher Tom Cruise, parce que c'est un très très beau film. Moi, ça a été ça a été la découverte à l'adolescence, et je suis fascinée par le personnage de Lestat depuis très très jeune. Et donc là, on suit Ménoc le démon avec un Lestat qui, je vais pas vous spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le voleur de corps avant, et a beaucoup évolué. J'ai l'impression d'être poursuivi. Là, j'ai vraiment eu la première scène avec un personnage qu'on revoit, et il est en chasse, voilà, parce qu'il chasse un humain, Lestat, et j'en suis que là, mais j'ai très très hâte de voir comment ça va évoluer. Mais bon, c'est vrai que cette horreur ne donne pas forcément envie de la regarder tous les soirs, voilà. Mais j'ai un attachement pour Lestat qui est lié à l'adolescence, une fascination, et j'aime beaucoup comment Anne Rice traite le mythe du vampire dans ses textes. Mais c'est vrai que ça fait un petit boule au cœur le début, parce que vu ce qui s'est passé et tout, les retrouvailles sont tristes, voilà. Mais j'ai hâte de voir, et j'ai hâte de voir ce que Lestat va encore nous promettre, voilà. Mais je sens que ça va être encore palpitant, et je sens encore qu'il va faire des choix. C'est comme Bélovez, hein, pas toujours très avisé. Ensuite, je me suis pris une suite de séries parce que j'avais bien aimé le tome 1. Je lis assez peu young adulte, mais déjà j'aime beaucoup le travail esthétique de la couverture, mais surtout j'avais bien accroché au tome 1. C'est donc D'écailles et d'obscurité de Gaëlle Maumont. C'est sa première série, il me semble, autrice française. Voilà, c'est un personnage important du royaume qui a des relations passées un peu compliquées et qui va se retrouver lié à une quête, et je ne veux pas vous en dire plus. C'est une très très chouette série de young adulte pour le fait que c'est de la YA dans les thèmes, dans ce que ça traite, dans la profondeur du texte,
Par contre, je trouve que c'est traité comme un récit adulte, c'est-à-dire que c'est pas gnangnan, il y a un véritable world building, un véritable univers et les personnages sont un peu plus vieux et mieux construits que ce qu'on trouve en young adulte habituellement. Et voilà, le travail de Gulfstream, bon, moi je suis une convaincue de Gulfstream, mais j'ai vraiment hâte et a priori on est sur une Robin qui va se reconstruire et qui s'est un peu exilée, mais le retour à la capitale promet de nombreux problèmes et de nombreuses quêtes et j'ai vraiment 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 hâte parce que c'est vrai que ce premier tome quand je les essais les mois passés et tout, je me suis dit j'ai rarement lu de la young adulte qui était aussi adulte. Pas par la violence du texte et tout, mais la manière dont c'était traité et l'univers est très bien fait et les personnages je trouve sont d'une justesse psychologique assez rare dans ce genre-ci. Et l'univers est très chouette en termes de fantasy, donc très très hâte. Texte que j'attendais beaucoup, il était en avant-première, j'ai eu ma petite dédicace, voilà, c'est ma mère qui me l'a offert, et c'est un texte jeunesse, mais c'est une autrice que je suis avec grand intérêt, et je pense que même en jeunesse, ça va être très très chouette. Je sais pas de quoi ça parle, on va le découvrir ensemble, mais c'est jaune, et c'est brillant, et c'est très beau. C'est donc Entrer dans le monde de Claire Duvivier, c'est chez Medium, et c'est chez l'École des loisirs, alors comme vous dire que l'École des loisirs pour moi est le meilleur éditeur de jeunesse. Voilà, je lis rarement de la jeunesse, mais l'École des loisirs c'est quand même the top of the top. Et on suit donc Xabi qui n'a jamais connu d'autre chose que les espaces clos et rassurants du domaine souterrain du Danube, comme les 25 autres adolescents avec qui elle partage son quotidien. Les journées sont parfaitement organisées, mais parfois le tuteur médecin, la tutrice technique, le tuteur fermier et le tuteur vétérinaire les accompagnent dans la forêt qui se trouve à la surface. Et ils devront peut-être quitter ce paradis pour entrer dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà. Ça a l'air très très chouette. C'est en un tome, à ce que j'ai compris. Et je pense qu'il va y avoir toute une réflexion sûrement sur la société, l'écologie peut-être, ou une réflexion future chez les enfants qui va être très très cool. Claire Duvivier, moi je suis déjà convaincue par sa plume, ses thèmes, et je pense que c'est un texte qui va beaucoup me plaire et que je vais recommander aux jeunes de mon entourage. Mais la couverture est très chouette. Alors moi je suis pas fan de jaune, mais je trouve elle donne vraiment envie. Et ce côté SF en imaginaire, moi je suis contente pour les jeunes que chez l'école de loisirs, ils proposent aussi des choses un peu plus science-fiction, un peu plus fantasy. Et ça va être très très chouette, je le pense. Et je me procurerai bien sûr prochainement le texte de Guillaume Chamanedjian qui sort début octobre. Ensuite, livre acheté, livre lu tout de suite, parce que livre dans le thème de ce mois d'octobre, je me suis pris Lilith, chez Calidor. Lilith est un texte assez important en Angleterre, très peu lu en France, mais George MacDonald, c'est un auteur qui est une des premières inspirations de C.S. Lewis, donc l'auteur de Narnia, et Lilith est un petit classique. Calidor, si vous ne connaissez pas, c'est une maison d'édition qui met en avant les classiques de l'imaginaire avant Tolkien, voilà, les classiques qui ont 100, 200 ans. Et c'est un pasteur qui va nous raconter une histoire autour d'un homme, qui va traverser sa bibliothèque et rentrer dans un autre monde pour suivre un corbeau. Et rentrer dans un autre monde où, pour en sortir, il doit se trouver une quête. Et dans cette quête, vous allez traverser des choses assez effroyables, assez tristes, assez mélancoliques. C'est de la fantaisie, à mon sens, biblique au sens C.S. Lewis, c'est-à-dire c'est une fantaisie qui met en avant la Bible et ce genre de choses, qui met en avant le personnage de Lilith et qui a un foisonnement d'imaginaire et de macabre très très chouette. La première partie m'a beaucoup plu, la deuxième partie était trop religieuse pour moi, mais je vous le conseille parce que c'est un petit classique et vous verrez en quoi Narnia a été vachement inspiré par ça. Et c'est un auteur assez prépondérant, notamment MacDonald a écrit beaucoup de choses en jeunesse qui font partie des classiques de la littérature anglaise. Et puis c'est un bijou visuel, il y a des très très belles illustrations et c'est d'une originalité assez surprenante. C'est ce que je reproche souvent à Calidor, d'avoir des textes parfois un peu... c'est normal, c'est de la vieille fantasy, on a déjà l'impression d'avoir lu ça. Là, j'ai trouvé ça très rafraîchissant et très glauque et intéressant d'une certaine manière. Ensuite, là j'ai craqué chez l'éditeur parce que c'est un éditeur que je vois assez peu en salon. Et on va faire une petite vidéo sur le sujet, c'est-à-dire qu'on va découvrir la collection. Je mens un petit peu parce que j'ai déjà lu un livre de chez eux il y a quelques années, mais je vais lire pas mal de livres d'eux et faire une petite vidéo concernant ma découverte de cet éditeur. Je me suis pris Noon, donc du Soleil Noir de Claude c'est chez le Bélial. Alors Noon, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je l'ai pris simplement parce que l'illustrateur était présent.
et que j'ai eu droit à une très belle illustration. Voilà, moi je suis friande de ça, j'aime beaucoup le visuel, voilà, et c'est une édition qui est illustrée. Je sais pas si vous le voyez, voilà, un petit peu. Je veux pas en savoir plus, c'est en 2 tomes a priori qui sont déjà sortis, on a peut-être un 3e de prévu, mais je sais par le Bélial, parce que j'ai lu un texte 2 en grand format et un texte dans la collection que je veux découvrir avec vous, que c'est toujours de l'imaginaire très sombre ou c'est de l'imaginaire toujours très original. Pour moi, c'est vraiment la représentation de ce qu'est l'imaginaire indépendant. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir ce travail-ci. Ça a l'air étrange et un petit peu what the fuck. Et c'est ce que je cherche aussi un petit peu. Et je pense que pour, on va dire, ce mois d'octobre, on va rentrer dans le vif du sujet, quoi. Alors toujours chez le Bélial, j'ai craqué mon slip, c'est-à-dire que la personne, je pense que c'était l'éditeur qui présentait cette collection-ci, dès qu'il me présentait la nouvelle, j'avais envie de la lire, voilà, donc voilà, j'ai tout de suite craqué. Alors je me suis pris donc la collection Heure, une heure lumière, c'est cette collection-ci que nous allons découvrir au mois d'octobre dans une vidéo consacrée. Je me suis pris le prix Hugo finaliste 2022, donc Adrian Tchaikovsky, parce que j'ai un livre de lui dans ma palle mais j'ai pas le premier tome et on est sur des textes où je vais pas forcément vous lire les résumés et tout parce que je veux vraiment les découvrir pour la vidéo. Je me souviens plus vraiment de ce qu'il m'a dit beaucoup de choses, mais j'ai pris des textes qui m'intéressaient soit par leurs auteurs soit par les thématiques. Donc j'ai pris Le Dernier des Aînés. J'ai pris des choses aussi qui s'apparentaient un peu plus à la fantasy parce qu'ils sont très spécialisés dans tout ce qui est SF. J'ai pris ensuite le livre Écorné de ma vie. Voilà, très très jolie couverture. Alors il y a des bandeaux partout. Parce qu'ils publient beaucoup d'auteurs qui ont déjà été publiés ou connus. Mais j'aime bien la charte graphique de cette collection-ci. Ce sont des nouvelles, je pars du principe, mais ce sont des nouvelles ou des novellas. Donc ça fait 120 pages, 130 pages, voire 200 pages maximum. J'ai pris, alors ça j'étais obligée de le prendre parce que voilà, le petit Ken Liu, voilà, parce qu'il y a le petit Ken Liu, toutes les saveurs, j'étais obligée de le prendre parce que bon, Ken Liu c'est quand même un auteur important et j'aime beaucoup la fantaisie chinoise, donc j'ai hâte de le voir dans le genre de la nouvelle. Et je me suis pris attendez, j'en ai oublié un avant, parce que en fait je me suis rendu compte que j'ai pris plein de petits livres. Je me suis pris ensuite un an dans la ville rue, alors c'est le seul dont je me souviens un peu de l'histoire, où en fait c'est un monde où le monde n'est visible que dans une rue. C'est-à-dire que vous êtes toujours en ligne droite, il n'y a rien d'autre à côté, et on va suivre un personnage qui vit dans ce monde-ci. Peut-être un côté plus steampunk et tout fantasy. Et on a un petit hors-série, parce que ce que j'ai compris, en fait, quand on achète un certain nombre, tu en reçois un, et ils refont des hors-séries tous les ans. Et donc, c'est ce petit hors-série ici, qui a l'air d'être plutôt de la SF écologique, je pense, ça ressemble un petit peu à ça. Avec voilà, des nouvelles inédites et je pense tout leur catalogue à découvrir. Donc très très hâte de découvrir ça, sachant que Une heure lumière c'est un peu une collection très estimée. Moi j'avais lu un livre sur le mont Fuji qui m'avait beaucoup beaucoup plu à l'époque, donc très hâte de découvrir ça, mais on découvrira ça ensemble dans un petit vlog lecture. Ensuite je me suis pris, parce que l'autrice était présente et j'aurais pu le demander en service presse avant, mais je l'ai pris parce que voilà, c'était l'occasion. Une petite utopie, voilà, histoire de se mettre dans un bon mood, ça nous changerait de ces derniers mois, donc de Mélanie Fivier Coinet, je pense que ça se prononce comme ceci, qui annonce que le capitalisme est mort et que la révolution a été faite et que la Terre a été sauvée. Une partie du moins, ce qu'on a pu, voilà. Aujourd'hui, tout le monde est heureux, n'est-ce pas? Mais au cœur de l'archipel de Konoe, il y a pourtant un creux, une vieille ville abandonnée depuis la Révolution, comme un grenier pour toutes les architectures du monde, et qui est désertée, sauf une étrange pension. Dans ces couloirs, il y a donc les rêves déçus, les colères amères, la tristesse, et on cherche un abri dans les ruines où on espère se reconstruire. Mais on vient d'annoncer la nouvelle, sous cette pension au bout du monde, un terrible séisme approche. J'ai hâte de voir ce que c'est. Moi, j'avais beaucoup aimé l'utopie que j'avais découvert chez La Volte il y a quelques mois. Et je pense que ça peut nous faire que du bien de lire des utopies. Et de voir un peu des mondes où il y a potentiellement de l'espoir. Alors, dans leurs utopies, souvent, il y a un côté aussi un peu dystopique dedans, voilà, de dénonciation et tout. Mais j'aime beaucoup cette collection Utopia. Pareil, alors là, je veux dire, mais Lorraine a acheté que des nouvelles. J'ai craqué sur les nouvelles. Alors ça, ce n'est pas ma faute, c'est ma mère qui me l'a offert sur les conseils d'Arnaud Cazelle, parce que Arnaud l'a lu et m'a dit,
il voulait me le prêter. J'ai dit non, attends, je vais l'acheter parce que on va pas se revoir tout de suite. Moi, j'aime pas trop qu'on me prête les livres, je préfère les acheter. Pour la chaîne, c'est plus simple. Et j'ai suivi ses conseils parce que Arnaud est de très bons conseils lecture, comme Émilie, hein, ce sont des lecteurs qui sont assez chevronnés. Et donc, je me suis pris cette nouvelle qui a eu le Grand Prix de l'imaginaire donc de la novella en 2024. C'est Traduction vers le rose, donc c'est chez 1115. J'ai jamais lu 1115, même si 1115 on se côtoie beaucoup en salon, on a même été voisins plusieurs fois sur des événements. C'est de Esmé Dubois. 1115 c'est une maison d'édition qui part du principe de publier que des nouvelles ou des novellas. Il y a un chapitre qui s'appelle Freya, voilà, c'était dit. Donc avec une charte graphique très particulière, il publie des auteurs moins connus mais aussi des gros auteurs. Je crois qu'il publie même Lionel Davoust, il me semble. Donc il s'est dit que lorsque la catastrophe s'abat sur le pays de sable, Reine et sa sœur de lait Marcoé sont désemparés. Comment empêcher l'inéductable vague de froid qui s'empare de leurs plantes archives qui colonisent les terres? Mais il y a aussi Béga, fille de reine, et Béga est insensible. Le froid, elle ne le comprend pas, mais lui, il parle, et elle peut le traduire. Arnaud m'a simplement dit, c'est la meilleure chose que j'ai lue cette année, une des meilleures choses, c'est extrêmement bien écrit, et c'est très particulier. Donc, suivons les conseils d'Arnaud, et je vais découvrir ça avec grande envie. Après, on passe à des choses un peu plus conséquentes en termes de taille. J'ai craqué chez Memnos, hein, vous vous doutez bien, c'est une maison d'édition que je suis avec très beaucoup d'intérêt. C'est pas français du tout, mais je vous le dis quand même. C'est donc Serviteur des Enfers. Je vous l'avais présenté dans des sorties qui me plaisaient. Donc de Aliette de Bodard. Aliette de Bodard, j'avais découvert son travail chez Fleuve il y a quelques années quand je bossais chez Fleuve dans de la fantaisie biblique où voilà, c'était très intéressant au niveau de l'univers, mais moi la fantaisie biblique c'est pas trop mon fort. Mais ici c'est de la fantaisie aztèque. Donc moi, je suis convaincue. Dans mes souvenirs, on est dans l'actuel Mexico, hein, voilà, mais il y a fort longtemps. On a deux personnages importants et on a un personnage notamment de chaman, je sais pas si on dit chaman dans ces contrées-ci, mais qui procède, vous savez, à tous les sacrifices. Et a priori, il a une liaison maudite avec une prêtresse. Et on aurait bien la prêtresse qui aurait été assassinée ou quelque chose comme ça. Bref, il y a l'air d'avoir une enquête, d'avoir des complots, d'avoir des amours impossibles et d'avoir un univers qui va être très riche, je pense, sur son historique et surtout d'être très original, genre fantasy aztèque, j'ai jamais lu et c'est exactement ce que je cherche vraiment pour découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles façons d'écrire, parce que j'aime la fantaisie européenne, hein, c'est mon dada, mais j'aime encore plus découvrir des fantaisies parce que on n'a pas l'impression, mais en fonction de là où t'écrire, pas du tout, la fantaisie n'est pas du tout abordée de la même manière. Et là, j'ai très hâte, hein, je pense qu'on va... Voilà, fantaisie historique passionnant. Et j'ai très hâte de découvrir ce monde précolombien et de voir comment sont mis en avant les mythes et tout ça. Sachant que vous parlez à une personne, alors ça va être très réducteur ce que je vais dire, mais qui est fan de la route d'Eldorado depuis qu'elle est petite. Genre Miguel, c'était mon truc quand j'étais enfant, donc j'ai un peu une fascination pour les Aztèques depuis je suis assez jeune. Voilà, mais c'était une version très Disney de la chose, donc ça va me permettre de découvrir un petit peu plus. Et enfin, alors ce texte, ça a été la croix et la bannière. En fait, je vous le présente, mais vous ne pourrez pas le trouver parce qu'il est introuvable. Je suis allée voir l'éditrice de Memnos qui est tout le temps là en salon. Ça fait plusieurs fois, et là, elle y a pensé, que je lui ai demandé si elle avait encore ce texte dans les bacs, voilà, vraiment dans ce qui lui reste, si elle pouvait me l'amener pour que je puisse me le procurer parce que c'était l'année dernière. Isatis, si tu passes par là, avait acheté le dernier et voilà, j'avais pas les moyens à ce moment-là et j'étais super contente pour elle qu'elle découvre ce texte important et j'ai réussi à l'avoir. Je laisse pas forcément trop de suspense, mais c'est La Lyonesse de Jacques Vance. Voilà, j'ai lu un autre texte de Jacques Vance et La Lyonesse me tentait énormément parce qu'on m'en a dit énormément de bien, sauf qu'il n'était quasiment pas, j'en trouvais plus, il était plus disponible et j'ai réussi à avoir ce gros bébé à 35€. J'adore les intégrales de chez Memnos parce que tu peux tuer quelqu'un avec. Vraiment, elles sont de très bonne qualité. Elles sont très lourdes. Alors pour lire, c'est difficile, mais j'ai l'impression de lire un grimoire magique.
Et Jacques Vance, c'est un auteur qui m'intéresse, même si j'étais moyennement convaincue sur sa saga, comment ça s'appelait, avec Curiel ou Le Magicien, là. J'avais envie de découvrir Lyonesse parce que je pense que Lyonesse touchera plus mon intérêt. Donc on est sur des îles englouties dans l'Atlantique où il y avait une ancienne contrée, il y avait un royaume de Faerie qui vivait en harmonie avec celui de la chevalerie. C'est plus fantasy, donc c'est plus mon délire. Un monde de magnificence, d'aventure et de magie sombre. Et on avait les ancêtres d'Arthur Pendragon qui se sont élancés sur ces terres pour atteindre les côtes anglaises. Et là où vivait Seldrun, une princesse dont la beauté mélancolique déchaînait toutes les convoitises et pouvait servir d'ambition sans limite de son puissant et malfaisant géniteur, le roi Casimir de Lyonesse. Là où vivait Suldrun, qui un beau jour vit surgir de ses os déchaînés le corps presque sans vie du prince Aelas de Troisiné. Voilà, je pense que ça va beaucoup plus me plaire que c'est Curiel Cuchier, je sais plus le nom, mais le petit magicien avec beaucoup d'humour et tout. Là, je pense qu'on va être plus dans la fantaisie classique, et c'est de la fantaisie pré-Tolkienienne. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse avec J'avance, c'est de découvrir de la fantaisie classique qui n'a pas été influencée par Tolkien. Ce qui est quasiment impossible après la sortie du Seigneur des Anneaux. Et peut-être découvrir ensuite le cycle de Chai, qui c'est son plus connu, je crois, quand on parle de Jacques Vance. Mais de redécouvrir cet auteur avec un thème, je pense, qui va plus me plaire. Est-ce que ça va être un peu fantaisie romantique? Je ne sais pas. Voilà, je n'en sais rien. Mais je pense que ça va prêter au voyage et ça va parler à mon petit cœur de fantaisie ancienne avec des aventures et des rois cruels et des bastonnades et de la faillerie. J'ai tellement hâte de le lire. Pour le coup, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Sur ce, c'en est tout. Je pense que c'en est assez. À un moment, il faut arrêter d'acheter. J'ai acheté ça sur un week-end entier. Donc, j'ai rien acheté aux Aventuriales à part le petit livre de chez 1115 parce que... Non, à un moment, faut arrêter les dépenses. Et je vais pouvoir m'atteler à lire ces livres dont vous allez voir les chroniques assez prochainement parce que j'ai que ça à lire dans ma palle actuellement. Et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous êtes procuré en ce mois de septembre, pendant cette période d'automne qui arrive. Et je vous remercie encore de vous être déplacés en salon pour ceux qui l'ont fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et plein de lectures de fantasy pour ce mois de l'imaginaire.